En avril 2025, les géologues sont retournés pour leur première mission de l'année au Norris Geyser Basin. Ils effectuèrent leur inspection habituelle quand ils ont soudain constaté qu'un élément du paysage ne correspondait plus à ce qu'ils avaient observé auparavant. À la place d'un sol monotone, s'ouvrait désormais une large cavité d'environ 4 mètres, emplie d'une eau laiteuse aux nuances bleu pâle. L'inquiétude les a aussitôt gagnés. Ils se demandaient si ce phénomène n'était pas le signe que le supervolcan de Yellowstone se préparait à entrer en éruption. Un tel événement représenterait une véritable catastrophe, capable de raser des villes entières, et selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les effets de cette éruption se feraient sentir dans le monde entier. Les régions proches subiraient des coulées pyroclastiques, ce mélange extrêmement dense de gaz volcaniques, de cendres, de pierres ponces et de blocs de lave. Rien ne résisterait à leur passage et l'éruption du Yellowstone les projetterait jusque dans le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Les zones plus éloignées échapperaient à ces coulées dévastatrices, mais elles subiraient de lourdes retombées de cendres, particulièrement abondantes dans les États situés près de la zone d'émission. Ces particules représenteraient un grave danger pour quiconque les respire, et leur accumulation pèserait suffisamment pour étouffer les cultures ou provoquer l'effondrement des bâtiments. Les conséquences seraient innombrables, et nous y reviendrons plus tard, car peu après la découverte, ce gouffre singulier prit de court même les spécialistes. Les géologues ont découvert des roches projetées en tous sens, dont certaines atteignaient près de 30 cm de diamètre, toutes couvertes d'une boue grisâtre, identique à celle qui recouvrait les parois de la nouvelle source. Le site donnait l'impression d'avoir explosé, sans que personne n'en ait été témoin. L'équipe a donc consulté d'anciennes images satellites pour en dater l'apparition. En décembre 2024, le sol était intact. Le 6 janvier 2025, une légère dépression s'esquissait. Et le 13 février, le trou rempli d'eau était déjà formé. Ce qui restait troublant, c'est que les capteurs chargés de détecter les explosions hydrothermales majeures n'avaient relevé aucune activité. Aucun souffle puissant, ni signe annonciateur. On a plus tard établi que cette ouverture déroutante n'était pas née d'une seule et vaste détonation, mais d'une succession de petites explosions échelonnées dans le temps. Ces décharges avaient d'abord expulsé des roches, puis de la boue, façonnant peu à peu le cratère, lequel s'était ensuite rempli d'une eau chargée en silice. Cette conclusion représentait un profond soulagement. Yellowstone repose sur un supervolcan dont les grandes éruptions représentent un scénario redouté. Par bonheur, il ne s'agissait là que d'un phénomène modeste, lentement accumulé, spectaculaire certes mais parfaitement maîtrisable. Le parc national abonde en geysers, sources chaudes et paysages naturels variés, mais sous la surface règnent des forces d'une intensité extrême, toutes liées à ce supervolcan. Les supervolcans se caractérisent par une taille exceptionnelle et, le plus souvent, par l'absence de cônes, puisqu'ils correspondent au reste de gigantesques chambres magmatiques dont l'embrasement ancien a laissé derrière lui une caldeira. Ils se situent généralement au-dessus de points chauds et il n'est guère surprenant qu'ils puissent engendrer de véritables super-éruptions capables de projeter dans l'atmosphère plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz brûlants. 4 événements de cette ampleur suffiraient à remplir entièrement le Grand Canyon. Les supervolcans se forment lorsque des volumes considérables de magma incandescent s'échappent des profondeurs. Ce magma, bien qu'il remonte vers la surface, ne peut franchir la croûte terrestre, si bien qu'une masse bouillonnante s'accumule à quelques kilomètres seulement, sous une pression toujours croissante. Et c'est alors que, boum, survient la super-éruption. En 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont cartographié la chambre magmatique principale du supervolcan de Yellowstone et ont été stupéfaits par sa taille. Ils ont ensuite découvert une seconde chambre juste en dessous. Ensemble, ces réservoirs souterrains pourraient recontenir suffisamment de roches en fusion pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Toute cette masse magmatique exerce une pression vers la surface, expliquant que le sol de Yellowstone s'élève de 3 à 5 cm chaque année. Ce soulèvement, lent mais constant, pourrait paraître anodin, mais combiné au fait que Yellowstone demeure un volcan actif, avec un indice d'explosivité volcanique de 8, il incite à s'interroger sur les conséquences potentielles d'un scénario catastrophe. En effet, ces dernières années, le site a montré une certaine agitation,
En mars 2023, 354 tremblements de terre ont été enregistrés, dont le plus puissant atteignait une magnitude de 3,7, dans le cadre d'une série de 106 secousses. Avant de céder à la panique, les experts de l'observatoire du volcan de Yellowstone assurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aucune éruption n'est imminente. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis, et le fait que Yellowstone n'ait pas éclaté depuis longtemps ne signifie nullement qu'une explosion soit sur le point de survenir. Pour l'instant, le parc demeure stable, mais les scientifiques surveillent attentivement tout ce qui se passe sous terre. Séismes, soulèvement du sol et variations de température. Par souci de précaution. Le panache de magma en fusion qui forme le point chaud sous Yellowstone bouillonne depuis 17 millions d'années. La lente progression de la croûte terrestre au-dessus a laissé une traînée de volcans s'étendant sur plus de 720 km le long de la plaine de la Snake River, la plupart désormais recouverts de couches successives de lave et de sédiments. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, Yellowstone a déclenché 3 éruptions cataclysmiques d'une ampleur telle qu'elles ont remodelé le paysage. Chacune projeta des coulées pyroclastiques, rivières de roches brûlantes, de cendres et de pierres ponces, sur plusieurs kilomètres. Les débris s'accumulèrent en couches épaisses, certaines se solidifiant en roches semblables à de la lave. Lorsque ces éruptions vidèrent les chambres magmatiques souterraines, le toit s'effondra, formant les gigantesques calderas que nous observons aujourd'hui. Même après ces méga-éruptions, Yellowstone poursuivit son activité. Entre 180 000 et 70 000 ans avant notre ère, d'énormes coulées de lave rhyolitique, atteignant parfois plus de 600 km3, se déversèrent. Certaines suivirent des lignes de fissures orientées nord-sud. La coulée de West Yellowstone se manifesta il y a environ 110 000 ans, tandis que celle de Neperse Creek remonte à 160 000 ans. Depuis Madison Junction, sur le rebord nord-ouest de la caldeira, on peut observer une falaise formée lorsque l'éruption du tuf de Lava Creek provoqua l'effondrement du terrain il y a 640 000 ans. À l'intérieur de la caldeira, les coulées de lave durcie serpentent à travers le sol, témoignant de ces épisodes. Déterminer quand un supervolcan pourrait entrer en éruption revient à lire les signaux que nous envoie la nature. Des milliers d'années avant une éruption massive, la chaleur souterraine s'accumule, et les chambres magmatiques deviennent comme des cocottes minutes sous pression. De petits signes apparaissent. Des bulles de gaz s'échappent, des tremblements de terre secouent le sol, le terrain s'élève lentement, des fissures se forment, et les sources thermales ainsi que les geysers deviennent plus actifs. Que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Les coulées pyroclastiques dont nous avons parlé se composent généralement de 2 éléments. Un flux inférieur de lave brûlante, se déplaçant au niveau du sol, et un nuage de cendres le suivant au-dessus. Ensemble, ils dévasteraient de vastes régions. Les cendres pourraient même atteindre l'Europe en 3 à 4 jours, mais l'impact y serait relativement modéré comparé aux zones les plus proches de l'épicentre. Après cela, il ne faudrait guère plus de 2 à 3 semaines pour que des températures plus fraîches s'installent à l'échelle mondiale, en raison des gaz sulfurés qui atteindraient l'atmosphère supérieure suite à l'éruption. Les scientifiques estiment que la température planétaire pourrait chuter de 10 à 12 degrés, et ces effets perdureraient de 6 à 10 ans, interrompant les moussons et provoquant potentiellement une famine étendue en Asie. Vous êtes inquiets? Rassurez-vous, les experts ne pensent pas que le géant endormi sous le parc de Yellowstone se réveillera de notre vivant. Selon eux, la prochaine éruption surviendrait probablement dans plusieurs centaines de milliers d'années, et même alors, elle pourrait être relativement modérée, car le magma de Yellowstone est en réalité réparti entre 4 chambres distinctes. De surcroît, certains réservoirs de magma risquent de refroidir et de se solidifier, réduisant ainsi les probabilités d'éruption. Ainsi, bien qu'un événement de cette ampleur puisse profondément altérer notre monde, il demeure très improbable qu'une éruption se produise dans un avenir proche. Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors.
Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre, qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super-éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien. Jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate. Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celle-ci était remplie d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps.
et la Terre au-dessus du système volcanique s'élevait presque imperceptiblement. Un an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer.